Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième activité de la séquence sur le robot aspirateur. Alors, cette deuxième activité aura pour but de réfléchir à cette question, qu'est-ce qui rend le robot aspirateur autonome? Lors de la première activité, on a réfléchi au fonctionnement du robot aspirateur, avec les différentes fonctions, fonctions d'usage, fonctions techniques, ainsi que ses solutions. Et donc là, on va réfléchir à ce qui rend ce robot aspirateur autonome. Alors, premièrement, comment un robot aspirateur se déplace? Eh bien, les robots aspirateurs se déplacent de manière aléatoire, et afin d'éviter les chutes ou les obstacles, ils possèdent différents capteurs. Alors on va avoir des capteurs anti-chute, mais également des capteurs d'obstacles. Alors comment ces capteurs fonctionnent-ils? Donc dans un premier temps, le capteur anti-chute. L'objectif d'un capteur anti-chute, c'est que si par exemple mon robot aspirateur arrive vers un escalier, mais au moment où il arrive sur l'escalier, il puisse comprendre que là c'est le vide et qu'il ne doit pas continuer d'avancer, mais qu'il doit s'arrêter. Alors pour cela, si vous regardez sur l'image de droite, on a un émetteur infrarouge. Donc cet émetteur, il va envoyer une lumière qui va se réfléchir sur le sol et va être reçue ensuite par le récepteur infrarouge. Donc tant que le récepteur infrarouge reçoit bien cette lumière, ça veut dire qu'il est sur le sol. Par contre, s'il ne reçoit plus cette lumière, ça veut dire que la distance est trop importante, c'est-à-dire qu'on a du vide. Donc, à ce moment-là, il va envoyer une autre information. Donc, c'est ce qu'on voit ici. C'est donc une information logique. Pourquoi? Parce que c'est soit 0, soit 1. Il n'y a que deux réponses possibles. Soit le récepteur, il reçoit la lumière qui est émise, et dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, ça veut dire qu'on est toujours sur le sol. Soit le récepteur ne reçoit pas la lumière émise. Là, du coup, on a la deuxième réponse, 1. Et là, il y a danger parce que ça veut dire qu'on arrive sur le vide. Et c'est ce qu'on voit sur la dernière image en bas. On voit la forme bien de cette information qui devient signal numérique, donc un signal numérique qui est discontinu, soit 0, soit 1. Donc on voit ici le signal numérique. Donc ça c'est pour les capteurs anti-chute. Ensuite, on a les capteurs d'obstacles. Donc eux, les capteurs d'obstacles, c'est pas la même information. C'est une information analogique. Contrairement à l'information logique qui n'y avait que deux réponses, soit 0, soit 1, le signal analogique, l'information analogique, pardon, elle a une infinité de valeurs. C'est-à-dire que l'obstacle est plus ou moins loin. Mon obstacle va peut-être être à 30 cm, ou à 10 cm, à 5 cm. Donc on parle ici d'une infinité de valeurs. Donc ce qu'il va faire, c'est que mon robot aspirateur, il continue d'avancer, même s'il sait qu'il y a un obstacle, et à partir du moment où il sera vraiment trop proche de l'obstacle, c'est-à-dire à 1 cm, bien, il va changer de direction pour éviter cet obstacle. Donc là, on a une information du coup analogique, sauf que pour que le microcontrôleur bien puisse utiliser, il a besoin d'un signal numérique. Voilà. Donc on va transformer cette information analogique en signal numérique pour que le microcontrôleur puisse la traiter. C'est ce que vous voyez sur l'image en bas. C'est ce qu'on appelle la numérisation. Donc mon signal analogique en entrée, qui lui varie, il y a une infinité de valeurs, il va passer dans un convertisseur analogique numérique pour en sortir avec un signal numérique qui lui aura une quantité finie de valeurs. Ça va être une suite de 0 et de 1, et que lui, le microcontrôleur, va pouvoir avoir cette information et dire, OK, on arrive à telle distance de l'obstacle, on peut continuer. Ah, on est à 1 cm de l'obstacle, il faut changer de direction. Ensuite, on a un capteur état de charge. Alors qu'est-ce qu'un capteur d'état de charge? Eh bien en fait, c'est ce qui permet de contrôler le niveau de charge de la batterie du robot aspirateur. Donc tant que le niveau de charge est supérieur à 10% de la capacité de la batterie, on considère que c'est bon. Le robot aspirateur peut continuer de fonctionner, continuer d'aspirer, il n'y a pas de souci. Par contre, quand le niveau descend en dessous de 10%, bien là, il faut que le robot aspirateur retourne à sa base. Donc d'après vous, cette information envoyée par ces capteurs, est-ce que c'est une information logique ou c'est une information analogique? Donc c'est à vous là de mettre pause sur la vidéo et de pouvoir répondre justement à cette première question, la question 1. Donc maintenant que vous avez répondu à cette question, on va s'intéresser à cette phrase qui est importante, c'est que tout objet technique, pour fonctionner, il doit être soumis à une chaîne d'information et une chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'information et la chaîne d'énergie, c'est quelque chose que vous avez déjà vu, mais dont on va reparler à nouveau. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une chaîne d'information? En fait, c'est la partie du système autonome qui détecte ou qui capte l'information concernant son environnement. D'accord? Donc, une information logique, grandeur physique, on a vu ça là avec les capteurs, et qui la traite pour l'avoir en signal numérique. Donc, comme vous voyez sur l'image, on va se concentrer sur l'image, elle est séparée en plusieurs blocs. Donc le capteur, lui, va permettre d'acquérir une grandeur physique. Par exemple, mon capteur d'obstacle, bien lui, il va mesurer une distance.
Et il va transformer cette information-là, cette grandeur physique, en signal. D'accord? Donc acquérir, c'est visualiser une information, ensuite la mesurer et la transformer en signal. Et c'est ce signal qui va pouvoir être traité. Si on reparle bien du robot aspirateur, il va acquérir cette information qui est de la distance, il va la mesurer, cette distance, la transformer en signal, et c'est le microcontrôleur qui va pouvoir, avec cette distance, dire si oui ou non l'aspirateur peut continuer d'avancer ou au contraire, il doit changer de direction. Cette information-là, elle pourrait être ensuite communiquée, par exemple, à l'utilisateur via peut-être un écran qu'il y a sur le robot aspirateur. Donc là, c'est la chaîne d'information. Donc la chaîne d'information, elle est constituée de l'ensemble des composants qui réalisent l'acquisition, le traitement et la communication de l'information. Alors ensuite, on a également une chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'information, elle est associée à une chaîne d'énergie, elle va lui transmettre un ordre. Parce que pour qu'un système puisse fonctionner, il a forcément besoin d'énergie. Donc là, on a un exemple, par exemple sur le réseau EDF, qui lui va produire de l'énergie, c'est ce qui va permettre d'alimenter mon système. Si par exemple on prend l'exemple d'une lampe de bureau, d'accord? Bien, pour être alimenté, j'ai besoin du réseau EDF. Cette électricité-là, c'est moi qui vais décider de la donner ou pas, d'accord? Mon électricité, grâce à mon interrupteur, je vais la distribuer ou non à mon ampoule. Mon ampoule, elle fait de la lumière, donc on va devoir convertir mon énergie électrique en énergie lumineuse. Et ensuite, elle va pouvoir être transmise à mon ampoule, et mon ampoule va pouvoir fonctionner et pouvoir du coup remplir sa fonction d'usage qui est d'éclairer. Maintenant, tous les systèmes ne sont pas forcément reliés au réseau EDF. D'accord? C'est-à-dire qu'on a peut-être ce qu'on appelle une batterie. Donc là, une nouvelle fonction va arriver, c'est de la fonction stocker. D'accord? On va stocker de l'énergie dans une batterie qui va permettre, si par exemple on parle d'une lampe torche, bien de fonctionner sans avoir besoin d'être relié au circuit électrique. Donc la chaîne d'énergie, elle correspond à un ensemble d'étapes qui consiste à alimenter, stocker, distribuer, convertir et transmettre une énergie afin de faire fonctionner un objet technique. Donc là, maintenant, je vous ai donné ici la correction du diagramme fonctionnel, de la représentation fonctionnelle que vous avez à faire dans l'activité 1. Alors pourquoi vous avez la correction? Parce que vous en allez avoir besoin pour faire la suite, parce que là, c'est à vous de travailler et de remplir à partir des éléments que vous avez, à partir des composants que vous avez dans le diagramme fonctionnel, bien de remplir la chaîne d'information et la chaîne d'énergie du robot aspirateur. Donc, on vous a mis les différents thèmes. Euh, donc, on a vu que par exemple, pour la chaîne d'information, on a différents blocs. Ici, vous avez le bloc acquérir, communiquer. Et à vous de remplir du coup les différentes lettres de A jusqu'à H, en rentrant soit le composant qui va remplir du coup les différents onglets de la chaîne d'information ou de la chaîne d'énergie. Ensuite, on passe maintenant à la synthèse. Donc, une fois que vous avez fait l'exercice précédent, vous pouvez également maintenant prendre en note cette synthèse, donc pas prendre en note les images bien entendu, mais prendre en note les éléments de synthèse qui vous sont donnés ici. Donc en premier, si on refait un petit point sur ce qu'on avait par rapport aux signaux, aux capteurs, donc la nature d'une information, une information elle est soit logique ou analogique. Donc une information peut être logique ou analogique. Si elle est logique, on se rappelle que deux valeurs possibles, tout ou rien, soit 0, soit 1. Vous avez l'exemple ici sur l'image d'une barrière avec détection de passage. Soit il y a une personne qui passe, vous voyez là une lumière infrarouge, qui c'est la flèche rouge. Donc tant que la lumière passe, ça veut dire qu'il n'y a pas de passage, il n'y a personne. Par contre, quand une personne va passer, la lumière va être interrompue. Ah, on détecte quelqu'un, on passe à 1. Ensuite, on peut aussi avoir une information qui est de type analogique. Ici, vous avez sur l'image l'exemple d'un capteur de température. Bien, on a une infinité de valeurs possibles. C'est quelque chose qui peut varier et prendre du coup une infinité de valeurs. Maintenant, la nature cette fois-ci d'un signal. Un signal, il est soit analogique ou numérique. Donc un signal analogique, il doit être converti en numérique si on veut pouvoir l'utiliser. Donc en l'occurrence, pour le robot aspirateur, par un microcontrôleur. Donc on a parlé de la numérisation du signal, c'est-à-dire convertir un signal analogique en signal numérique. Donc un signal numérique, ça va être une suite de 0 et de 1. Et plus la numérisation, elle utilise d'informations, bien plus la numérisation sera précise. On a ici un exemple de capteur de température. Donc on reprend les capteurs de température, c'est un signal, une information bien qui évolue, d'accord? On a une infinité de valeurs et on va transformer cette infinité de valeurs en signal numérique. Et ce signal numérique, c'est du coup la troisième étape de cette image. Et une fois qu'on a ce signal numérique, on peut l'utiliser bien pour peut-être faire des programmes, par exemple, c'est ce que vous voyez ici.
dans la quatrième partie de cette image, par exemple un programme sur Scratch. Enfin, on parle aussi dans la synthèse du coup de la chaîne d'information, la chaîne d'énergie. Cette fois-ci, on vous demande de recopier ce schéma, donc de faire les différents encadrés, un pour la chaîne d'information, un pour la chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'information, trois rôles importants. Elle acquiert une information, elle va traiter cette information et ensuite la communiquer. D'accord? On parlait par exemple des capteurs d'obstacles, mais il acquérit la distance, il va transformer cette information, la traiter pour que le microcontrôleur puisse utiliser cette information et au nécessaire la communiquer à l'utilisateur. Ensuite, on a la chaîne d'énergie, d'accord, qui elle a pour but bien d'alimenter mon système parce que tout système, tout objet technique a besoin bien d'énergie pour fonctionner. Donc on va alimenter, distribuer. On aura aussi peut-être à certains moments besoin de convertir parce que bien l'énergie électrique, peut-être qu'on aura besoin à un moment d'énergie lumineuse, d'énergie mécanique pour faire tourner des roues par exemple. Donc il faut qu'à un moment mon énergie elle soit convertie pour pouvoir être utilisée. Et une fois qu'elle est convertie, on peut la transmettre aux différents composants de notre objet technique. Donc voilà la fin bien de l'activité 2. Donc on aura une troisième activité sur le robot aspirateur. Et la troisième activité, l'objectif, ce sera de réfléchir sur la manière dont est programmé le robot aspirateur.